Bienvenue sur Bonne Réputation. Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, moi c'est Mathieu Bernard, je suis expert en personal branding pour dirigeants et dans ce podcast, je décrypte la réputation en ligne, d'invités qui font autorité dans leur domaine d'expertise, pour vous aider à construire la vôtre. Et dans cet épisode, on va creuser le super travail qu'a fait Simon Nabé. Salut Simon. Salut, merci beaucoup Mathieu pour l'invitation. Je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Bah, merci beaucoup de nous rejoindre au micro de Bonne Réputation. Je suis ravi de te recevoir parce que tu m'as reçu sur ton podcast et puis pas juste pour ça. J'ai très envie de faire un épisode hyper concret avec toi, si tu es d'accord, parce que quand on s'est rencontrés il y a quelques mois, justement, quand je suis passé sur ton podcast, on s'est rencontrés à Paris et en fait, on avait déjà parlé un peu de création de contenu et j'avais été assez impressionné par ton pragmatisme dans la manière dont tu travailles ta réputation. Tu vois? Parce que sur le papier, bah, tu pas le temps, comme tous les entrepreneurs. Tu vois? Tu es fondateur d'Atmada Group, pardon, tu vas nous en donc tu as des équipes, des clients, ça tu vas nous en reparler un petit peu après. Et puis en plus, moi, tu me sembles pas avoir le profil type, tu vois? Tu me sembles être plutôt un profil commercial, beaucoup plus commercial que marketeux. Je crois même que tu m'avais dit, bah, en fait, avant, de me lancer sur LinkedIn et cetera, non, je faisais pas ça, c'était pas mon truc, quoi. Et pourtant, bah, moi, ce que je vois, c'est que tu incarnes ton entreprise en tant que fondateur. On te voit partout. Tu es hyper présent sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, 12 000 abonnés. Tu fais aussi bien, alors que ça fait pas si longtemps que tu t'es lancé, Non, tu fais ça fait aussi bien des posts simples que des posts avec du format vidéo. C'est vraiment casse-gueule, le format vidéo, c'est vraiment difficile. Et tes contenus sont plutôt réussis. Alors là, c'est complètement subjectif, mais moi, je pense qu'il fonctionne de manière factuelle parce que je vois que tu prends des abonnés et que tu as de l'engagement. Ça, c'est un premier signal, peut-être plus factuel. Mais aussi, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il dégage une sorte de simplicité. C'est-à-dire qu'en te connaissant assez peu, quand je vois tes contenus, puis j'ai eu l'occasion de te parler, rencontrer une fois en vrai, je me dis: «OK, le gars, il est cohérent, il s'est pas inventé une vie, ses contenus, il dégage un truc de, bah, c'est lui quoi et du coup ça donne confiance et c'est quand même un des gros enjeux de la réputation, donc les contenus servent à renforcer la confiance voilà et en plus toi tu m'as partagé que tu faisais tout toi-même. Voilà, bref, j'ai juste posé le décor, mais je pense que pour nos auditrices et auditeurs, qui sont aussi souvent débordés, je voudrais juste creuser le comment tu fais. Je pense que ça peut juste leur donner une version de ce qui est possible de faire. Le but, c'est de donner ta vision, comment tu fais, pas de donner un truc holistique parce que chacun ses méthodes, mais comment tu fais parce que tu y arrives. Et avant ça, je vais te laisser quand même te présenter toi et Atmada. écoute, avec grand plaisir. C'est une belle intro que tu m'as faite. Pour faire le pont, moi, c'est Simon, du coup, Simon Abbé. Ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. J'avais une première boîte, bon, sans parler de toutes les conneries étudiantes que j'ai menées, mais une première boîte sérieuse qui s'appelait Bureau des Goodies, qui a eu une petite sœur à un moment donné qui s'appelait Cocorico. On était personnalisé dans l'objet publicitaire et OK. j'ai commencé cette boîte-là avec mon coloc en 2016, fin 2015, début 2016. Vraiment dans notre coloc étudiante, on faisait du goodies, on faisait des sweats personnalisés, des t-shirts pour les étudiants. Et finalement, et ce qui fait le lien de mon parcours, grâce au commerce, grâce à la vente, on a réussi à faire grossir cette boîte-là. Et quand j'ai vendu la boîte en 2022, on était 70 commerciaux à ce moment-là. Donc plutôt belle success story, en tout cas sur le papier. Et c'est ce que je me tue à dire, c'est que sur le papier, c'est très bien, mais dans les faits, ça l'est beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois pas la galère que c'est de recruter, tu vois pas la galère que c'est que de former, que de motiver les sales, que de les onboarder, et cetera. Et c'est un métier qui est très particulier parce que finalement, un comptable, bon, soit il fait la compta correctement, il a son diplôme et tu le payes en fonction, soit il le fait pas. Un commercial, déjà, tu as pas de diplôme pour être commercial et Ouais. surtout, tu peux avoir un bon commercial, un très bon commercial, un moyen, un médiocre, un très mauvais. Et ça va influer directement sur ton chiffre d'affaires. Donc, quand j'ai vendu ma première boîte, je suis reparti sur le projet donc Atmada en me disant, il y a un vrai sujet aujourd'hui avec les commerciaux en France parce qu'on ne les traite pas correctement, on ne les met pas dans les bonnes conditions et globalement, ils ne performent pas. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'était d'aider les boîtes avec leurs équipes commerciales ou leurs futures équipes commerciales à performer. Donc initialement, c'était un cabinet de recrutement et de la formation. Ouais.
On a ajouté à ces éléments-là de l'externalisation, à la fois de cold call, à la fois de prospection en général et de closing. Donc ça, c'est ce qui nous occupe depuis 2 ans maintenant. Et depuis 6 mois, on travaille sur un projet. Et tu vois, tu m'as dit sortir le podcast le 23, donc c'est le lendemain du lancement officiel de la communauté. Donc je vais pouvoir le dire. Ça fait 6 mois qu'on travaille sur la création d'une communauté pour les commerciaux. Une OK. communauté qui est basée sur le don, où là, pour le coup, on offre des événements, des supports de formation. Tu as 120 heures gratuites. Tu vas avoir un esprit d'appartenance et une vraie communauté pour les commerciaux, qui soient en freelance, qui soient en CDI, en recherche de poste ou en poste. Donc voilà à peu près qui on est. Et pour ceux que ça intéressera, je vous conseille de rester connecté parce qu'il y a une nouveauté qui va sortir en octobre, mais j'en dis pas plus. Oh, le teasing. T'as vu? J'ai appris des meilleurs. Ah, génial, génial. OK, bah, j'apprends en live, du coup, tu me lâches le la news de la communauté, des commerciaux. Hâte de voir la com, puisque là, au moment où on enregistre, c'est pas encore annoncé. OK, ça donne envie d'être commercial. En tout cas, c'est cool d'avoir des communautés de métiers. T'en peux bien faut que tu reviennes à tes bases. Moi, pour mon métier, il y a rien, quoi. Mais après, franchement, je comprends et j'en vois tout à fait l'utilité, ayant beaucoup travaillé en contact avec des commerciaux dans une vie passée, notamment chez Iconoclast. Hem, OK. Atmada, ça fait combien de temps? Tu disais, ça fait 2 ans? 2 ans, ouais. Un peu Qu'est-ce qui même un t'a peu 2 ouais, ans maintenant. et toi, du coup, tu as un profil commercial, tu es en contact avec les commerciaux. J'imagine qu'Atmada, peut-être que je me trompe, mais tu pas fait du personal branding ou tu pas parlé en ton nom dès le début, tu as dû décrocher ton téléphone pour appeler des gens. Est-ce que tu peux refaire un peu le fil de Ouais, bien sûr. qu'est-ce qui pourquoi tu t'es alors que tu es un commercial et moi je connais des commerciaux franchement, qui ne jurent que par décrocher le téléphone, tu vois? Et souvent ils ont raison parce que c'est très, très efficace quand on le fait bien. Pourquoi tu t'es dit: Je suis profil commercial d'une boîte où c'est plutôt des gens qui décrochent au téléphone, je vais commencer à bosser, ma réputation et prendre la parole en mon nom». Bah, écoute, le premier post que je fais sur LinkedIn, c'est pour annoncer que j'ai vendu ma première boîte, tu vois? Donc c'est pour te dire le niveau, que j'ai avant de vendre enfin de créer Atmada. J'ai jamais posté. La quasi-exclusivité de notre acquisition vient de l'outreach, vient du cold call et en effet, on décroche le téléphone et c'est tout. C'est un peu vivons heureux, vivons cachés. Mmh. Et c'est pas moi, pour répondre clairement à ta question, qui me dit: «Tiens, je vais le faire». C'est des amis, il faut leur rendre, c'est Valran et Sixtine du Crayon qui Oui, me disent avec, plein de bienveillance: «Tu es con, tu devrais poster, tu es con, tu devrais poster, tu es con, tu devrais poster». Au bout de la troisième fois, je pense que je leur dis: «OK, mais qu'est-ce que ça va m'apporter?» Et donc, eux m'expliquent que ça va m'apporter une autorité, une légitimité, et cetera, et surtout de nouveaux clients. Alors, assez pragmatique, je me dis, bah, peut-être que je vais toucher d'autres personnes ou plus de personnes sur LinkedIn grâce au post. Et puis, bah, finalement, je dis, OK, pourquoi pas essayer. Donc, je me dis, je vais poster à hauteur de bon, 2-3 fois par semaine sur LinkedIn, mais avec un vrai but. C'est-à-dire que l'objectif, et je vais être assez vulgaire, c'est pas pour me branler en public, c'est vraiment avec une logique d'acquisition ou de conversion. Et je mmh. me rends très vite compte que ça marche hyper bien. C'est-à-dire que moi, le commercial qui a jamais trouvé un client que par le réseau, par le téléphone, quoi, je me rends compte que presque automatique, tu mets un post le matin et le soir, tu as des gens qui t'ont contacté parce qu'ils veulent un devis, parce qu'ils veulent un call avec toi pour comprendre ce que tu fais. Donc, très content, je me dis, bah super, je récupère des leads. Et en traitant ces leads, en échangeant avec ces clients, je me rends compte que c'est des clients, finalement, tu vois, qui sont très mûrs, très matures, que tu as très peu de choses à faire pour les convaincre de signer avec toi. Donc, je me dis, bah, en fait, en plus d'amener des leads, ça simplifie tout le travail de persuasion, tout le travail de closing. Et pareil, sur le call, on a appelé pas mal de gens après qui me disaient, bah, ah oui, c'est vrai, je vois tes posts passer sur LinkedIn, Mmh. j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et tu as un vrai biais, bah, cognitif d'autorité dès lors que les gens te voient passer plusieurs fois sur LinkedIn, se disent: «Bah, ce gars-là, il est expert dans son domaine, donc j'ai plus tendance à faire appel à lui». Que ce soit vrai ou pas, parce que je pourrais être un très mauvais commercial et un excellent Oui. communicant sur LinkedIn, que tu me verrais passer, ça ne veut pas dire qu'on est de bons commerciaux chez Atmana non plus. Mais en tout cas, dans l'esprit des gens, ça fonctionne comme ça. Donc tu vois, finalement, de me dire: «Bah, j'ai fait mon petit test de 2-3 posts par semaine, c'est cool», sans y mettre
ni trop d'impact, ni, trop d'envie, ça marche. À ce moment-là, et je fais pas de vidéo, je veux pas montrer ma tête, tu vois? Je veux juste c'était il y a combien de temps ça? Tu t'es mis, ouais, là, ça fait combien de temps que tu t'y es mis? allez, ça fait, le test, j'ai dû le faire juste avant l'été dernier, globalement. Un peu plus d'1 an. OK. Ouais, et je m'y suis mis correctement, genre, allez, septembre, tu vois? La rentrée dernière, il y a 1 an. OK, donc là, tu fêtes tes 1 an de LinkedIn, et en 1 an, tu as pris combien d'abonnés? Là, tu as 12 000 abonnés, j'ai vu aujourd'hui. Je Tu saurais tu démarrais de 0 ou tu avais quand même, non, non, j'avais des gens, bah, en gros, avant, j'avais tous les mecs qui m'ajoutaient pour me prospecter quand j'avais OK. ma précédente boîte, quoi, en gros, mais 5 000 abonnés, mais c'est que des gars qui te prospectent. je me fais harceler. Là, je saurais pas te dire à combien j'ai commencé de d'abonnés. Je sais que c'est allé assez vite. Je sais que j'ai un profil qui fait, beaucoup de vues. J'ajoute moi quasiment personne, donc c'est que des gens qui m'ajoutent pour suivre le contenu et pour répondre à ta question, quand je décide en septembre dernier de, montrer ma tête, d'accélérer un peu sur la stratégie LinkedIn, bah, je me dis: «OK, je le fais. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi par moi». C'est-à-dire que je le fais avec une rigueur qui me caractérise et un côté un peu jusque-boutiste de se dire: «Bah, quitte à faire un truc, autant le faire à fond». Mmh. Et donc à ce moment-là, j'enlève un petit peu la casquette de communicant et je me remets à ma place de commercial. Je me dis en tant que client: «Qu'est-ce que j'ai envie de lire?» En fait, en tant que lecteur, qu'est-ce qui va m'intéresser? Qu'est-ce que mes cibles vont avoir envie d'apprendre? Et je vais leur donner ce qu'ils ont envie d'apprendre. Moi, ce que j'ai envie de dire, finalement, on s'en fout un peu. Et donc tout mon travail sur LinkedIn, c'est d'abord un travail de création de sujet où je me dis: «Bah, voilà, ce sujet, il mérite d'être abordé parce que ça va intéresser les gens. Ensuite, je vais réfléchir à travailler les posts et enfin, je vais réfléchir à faire une vidéo, une photo, un carrousel. OK. Ma seule boussole, tu sais, c'est pas de faire un lead magnet tout pourri juste pour attirer des leads. Non, entre guillemets, je trouve que quand tu mets ton nom et que tu mets ta tête en jeu sur un réseau social où tu peux avoir des publications qui font 400-500 000 vues, bah, si c'est tout pourri ce que tu proposes, tu passes 400 ou 500 000 fois pour un couillon. Donc à partir de ce moment-là, je me dis, bah, dès qu'il y a un truc qui sort de mon compte LinkedIn, de mon nom, ça se doit d'être optimal ou tendre vers la perfection. Donc c'est comme OK. ça que j'ai vu la chose et que je me suis dit: «OK, maintenant, c'est pas tapis, mais pas loin». OK, OK, intéressant. Tu as mis le doigt sur un truc intéressant, juste avant, qui est que, en fait, c'est pas du tout, le fait de créer du contenu n'est pas du tout, en concurrence, et de par exemple, de faire des posts LinkedIn, c'est pas du tout en concurrence avec le fait de décrocher son téléphone et de faire de la prospection. Au contraire, tu augmentes ton autorité et donc concrètement, pour un commercial, ça peut, être augmenter son taux de décroché ou son taux de rendez-vous, en fait. C'est ça. Parce que les gens checkent, «Ah bah oui, qui c'est qui me contacte? Ah bah oui, il a tant d'abonnés, il a tant de machin». Et en fait, quand tu postes et quand ils t'ont vu, bah, ça crée de la preuve sociale, de la confiance et donc ça augmente en plus les perfs, purement commerciales. Là, aujourd'hui, juste toi, on a parlé de LinkedIn, mais sur quels canaux tu travailles ta réputation et combien ça te rapporte, du coup, si on fait un petit point 1 an après? Alors sur LinkedIn, ça me rapporte, j'ai pas chiffré, mais une part, assez conséquente du chiffre d'affaires qu'on génère chez Atmada, pour le coup. D'accord, Tu vois, on récupère entre 5 et 10 leads très qualifiés chaque semaine d'accord. sur LinkedIn, Que via ton compte? que via mon compte. OK, À lancé intéressant. un compte à mon associé et bientôt à nos, collaborateurs. Donc on espère que ça va s'accélérer. Donc LinkedIn, ça fait 1 an, ça marche très bien. On a lancé il y a TikTok il y a, quelques mois. On a lancé Instagram il y a quelques mois également. Ça marche relativement bien sur Instagram. Ça marche assez bien, voire très bien sur TikTok. Et là, plus récemment, on a lancé, hein, une chaîne YouTube avec, des vraies ambitions sur le contenu YouTube parce qu'on s'est rendu compte que finalement, que ce soit les 3 plateformes LinkedIn, TikTok, Instagram, bah, le contenu, il est éphémère. C'est comme un journal Mmh. que tu vas jeter le lendemain une fois que tu l'as lu, alors que sur YouTube, c'est comme un livre que tu mets dans une bibliothèque et donc bah, tu peux y revenir, tu peux chercher comme un moteur de recherche. Donc on s'est lancé sur des formats un peu plus longs sur YouTube et je trouve ça aussi, moi, de mon avis de formateur et de commercial, beaucoup plus intéressant de proposer des formats longs que des vidéos un peu snack d'une minute où tu dois élaguer pas Mmh. mal de choses intéressantes. Attends, et 5 à 10 leads par semaine, si on revient juste sur que LinkedIn, c'est balèze. C'est que avec ton profil.
tu fais combien? Toujours 3 posts par semaine ou un peu plus Ah non, maintenant? maintenant je suis à 5 posts par semaine. Je poste tout. Tu es à 1 post par jour et juste pour, bah, pour celles et ceux qui nous écoutent, tu es à 1 post par jour. Tu as 5 à 10 leads, par semaine. Juste si on décortique un peu pour, ceux qui ont pas trop l'idée des métriques, c'est sur 5 posts par semaine, est-ce que tu as un nombre de vues qui est nécessaire, tu vu pour pouvoir faire, ces 5 à 10 leads? Est-ce que tu fais d'autres actions, tu vois? Juste pour bien qu'on comprenne et que ce soit pas juste, oui, c'est un peu magique, Simon, il dit qu'il fait ça, mais impossible, quoi. C'est une bonne question. Je fais pas forcément d'autres actions, tu vois? Je fais pas de live sur LinkedIn. Je devrais, mais je le fais pas. J'envoie, jamais de messages de prospection, j'ajoute personne. C'est vraiment je mets mes posts, je les fais avec le cœur pour que ça intéresse les gens et derrière, ce sont eux en général qui, s'abonnent, c'est eux qui like, qui commentent, c'est eux qui viennent à moi par écrit. Après, c'est vrai que, bah, chaque client, on le reçoit, c'est-à-dire qu'on lui téléphone, on organise une visio ou un café et on traite le lead. Maintenant, en effet, on a de beaux taux de conversion parce que, bah, ça reste notre métier quand même, la vente. Ouais. Là-dessus, c'est efficace. En revanche, on fait pas grand-chose d'autre. Pour Attends, et petit truc parce que pour toi, c'est évident, mais je pense aux auditrices, auditeurs, ça l'est peut-être pas. Tu fais du super contenu, ça, on va y revenir sur ton process parce que à un moment, il y a quand même un truc, c'est pas juste faire 5 posts, c'est que tu fais des bons posts et ça, je veux revenir après sur, bah, comment tu fais pour faire 5 posts, mais qui sont bien, sur lesquels tu mets ton cœur sur la table, hein. Ça, j'ai retenu, je veux pas l'effacer parce que il y a pas que la quantité, il y a quand même la qualité qui compte. Et avant ça, je termine sur le process global parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont jamais trop fait de vente et cetera et pour qui c'est compliqué de comprendre à partir d'un post, même s'il est super, je signe un client grâce à mon contenu, grâce à LinkedIn, il y a peut-être des étapes. Est-ce que tu peux expliquer comment toi ça se passe? Par exemple, est-ce que c'est un lien Calendly? Est-ce que les gens t'écrivent par message? Est-ce que, tu as un process pour les rappeler direct? Parce qu'on sait très bien que dans un funnel commercial, le temps est important et plus tu rappelles vite un prospect, plus tu as de chances de le signer. Alors que si tu mets 3 jours, c'est fini. J'essaie, voilà, pour aider un peu les gens qui n'y connaissent rien, est-ce que tu peux te dire quand même à partir de comment les gens te contactent et comment tu fais ensuite pour un peu transformer? Parce que c'est le nerf de la guerre, en fait. Bah, c'est vrai, moi ça me paraît évident et tu as complètement raison. Globalement, j'ai 2 méthodologies. C'est-à-dire que tu vas voir les gens qui m'ajoutent. Bon, tous les jours, il y a des gens qui m'ajoutent. En fonction de leur poste et si potentiellement ils peuvent être clients, je vais leur écrire en leur demandant qu'est-ce qui les a attirés sur mon profil et qu'est-ce qui leur a plu. Je trouve que c'est une bonne approche et une bonne accroche et surtout, bah, par curiosité, ça me permet de savoir ce qui plaît moins et comment améliorer un peu le contenu. Donc eux, je les contacte. Après, tu as toute une autre partie des personnes qui m'ajoutent pour avoir l'opportunité, puisque ça reste quand même bloqué à certains cas sur LinkedIn, de m'écrire et donc qui m'envoient un message en me disant: «Salut Simon, très bien le contenu, j'aime bien, je vais peut-être avoir un besoin là-dessus, est-ce qu'on peut en parler?» Moi, mon travail à ce moment-là, je vais pas me faire des amis chez les setters LinkedIn, mais c'est de couper au plus court la discussion parce qu'à l'écrit, rien ne remplace une discussion à l'oral. Donc mon objectif, il est de prendre un rendez-vous en visio ou en physique pour comprendre efficacement le besoin de mon client, ses enjeux, pourquoi il m'a contacté à ce moment-là et ensuite de lui proposer l'une de nos offres pour lui vendre quoi que ce soit. C'est comme ça qu'on fonctionne, en fait. Mmh, OK, donc et c'est toi qui te charges de soit, dans un premier cas, prendre, chaque jour tous les gens qui t'ont ajouté et leur, dire, «Bah, merci, qu'est-ce qui t'a plu?» soit, répondre et dire, «Salut, merci pour l'intérêt, prenons rendez-vous»? Ouais, alors, j'ai la chance ou la le pas de chance, je sais pas, mais je suis pas encore Kim Kardashian, donc j'en ai pas 2000 par jour, ça va. OK, ouais. Donc oui, c'est moi qui gère les messages entrants et les messages sortants pour le coup. Je le fais au fur et à mesure de la journée. Quand c'est des messages entrants, j'essaie de les gérer rapidement. Après, si je suis concentré sur un truc, je vais pas, me mettre la rate au courbouillon pour te répondre maintenant, quoi. Je te cuisine un peu, encore une dernière truc sur là-dessus parce que je pense que ça peut intéresser les gens. C'est est-ce que toi, en tant que commercial, tu as des petits tips? C'est-à-dire, c'est quoi tes phrases magiques? Par exemple, quand tu reçois un lead, est-ce que c'est tout le temps la même? Prenons rendez Est-ce que tu as un truc un peu prédéfini ou le petit message que tu envoies quand quelqu'un t'invite pour que ça fasse pas trop commercial non plus, mais que ça engage la conversation? Est-ce que tu as des petits tips, des petits secrets de trucs, qui marchent bien? Ouais, alors du coup, il faut vraiment distinguer les 2 cas. C'est-à-dire que quand on me contacte,
je considère que le prospect a un niveau de maturité suffisant pour casser un peu la dynamique de s'écrire, où tu peux avoir une absence de réponse, tu peux un peu casser l'élan. Je suis pas un grand fan des écrits, encore plus dans la vente. Donc pour le coup, je vais proposer dès le deuxième message quasiment d'en parler de vive voix et de prendre un rendez-vous quand ça arrange la personne, que ce soit, aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain ou quand ça l'arrange, mais je vais prendre rendez-vous très vite. À l'inverse, quand c'est quelqu'un qui m'ajoute, mais qui m'écrit pas, pour le coup, là, c'est moi qui vais l'écrire et je vais pas avoir une démarche commerciale, je vais avoir une démarche plutôt conversationnelle pour comprendre globalement pourquoi la personne m'a ajouté, pourquoi elle m'a pas écrit d'ailleurs et surtout, je vais essayer de faire émerger un problème ou un enjeu auquel je peux répondre pour justifier qu'on bascule du message LinkedIn à une visio ou à un appel. Pourquoi? Parce que si je propose directement ces éléments-là quand la personne m'ajoute et que je lui écris, je vais être trop engageant et je vais casser l'élan. Donc je vais créer un élan suffisant pour qu'au moment où je vais proposer globalement le rendez-vous, bah, ce soit fluide et que la personne accepte. OK, OK et donc d'accord. Donc toi le et quand quelqu'un vient intéressé, tu dis: «Prenons rendez-vous tout de suite», quoi? Ouais, par contre, ouais. Ouais, Et ça OK, devient une des priorités de la journée ou de la semaine parce que, le client, tu dois battre le fer pendant qu'il est chaud si tu veux le signer, quoi. OK, OK. Merci beaucoup pour ces petits tips, qui toi te paraissent, évidents, mais qui en fait font partie des petites tâches quand même derrière les postes, qui sont importantes, Moi souvent à mes clients, je leur dis: «Beh, le enfin faire des bons posts, c'est super, mais après le business, il se fait dans tout ce qui est hors des posts, hein, dans les commentaires, dans les messages, dans les ajouts», et toi, du coup, c'est quoi la métrique? On part un peu geek là, mais c'est important. C'est quoi la métrique que tu suis sur LinkedIn? C'est quoi la métrique la plus importante pour toi? La métrique la plus importante que je suis, ça va être le nombre de visites sur mon profil. Combien de personnes sur mon profil, combien de gens vont m'ajouter, combien de gens vont m'écrire. Les vues, je trouve que c'est bien parce que ça flatte l'ego, on va pas se mentir, mais je me suis aussi rendu compte que les posts qui buzzent le plus, tu vois, ceux qui font 400 000 500 000 vues, c'est pas ceux qui te rapportent le plus de leads. Tu as une fourchette entre 20 et 50 000 vues sur des posts techniques qui vont t'amener beaucoup plus de leads, beaucoup de gens qui visitent ton profil et qui vont te contacter que lorsque tu fais un mème ou que tu, pousses un coup de gueule ou tu vas faire un gros buzz. Donc ouais, moi, Ouais. c'est plutôt le nombre de vues sur le profil corrélé au nombre d'ajouts et de messages. Le reste, Mmh. bon, c'est un peu de la branlette, je trouve. Je suis assez d'accord, hein, c'est la métrique, enfin sur LinkedIn, mais je pense sur les autres réseaux sociaux, c'est pareil, c'est le nombre de visites sur ta page de profil qui, en fait, est une étape clé dans un parcours. En tout cas, quand tu y viens dans une logique business. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn par pur, plaisir, mais mais autant enfin, on peut joindre l'utile à l'agréable, mais quand tu es dans une logique business, il faut se dire que les gens il y a jamais quelqu'un avec qui tu feras une affaire qui a pas visité le profil à un moment. Donc le profil étant une étape clé, c'est la métrique clé et c'est effectivement moi celle que je suis aussi. Et d'ailleurs j'ai même à peu près des ratios de nombre de leads par nombre de visites. En revanche, ça marche pas du tout, pour les vues en fait, ça par exemple. C'est beaucoup plus fiable de se dire, bah, si j'ai, moi par exemple, je crois que si j'ai 1000 ou 1500, je crois que c'est 1500 visiteurs dans un mois et j'essaie de le garder au mois parce que à trop courte, échelle, ça peut trop dépendre d'un poste. Et ben, je sais que j'ai 2 leads qualifiés par semaine avec mon contenu et mon machin, c'est que ma vérité, mais ça, c'est assez stable et donc ça rend le truc prédictif, ce qui est intéressant. Toi, du coup, tu sais à combien tu es, du coup, de nombre de visites, par semaine ou par mois, de nombre de vues et cetera avec 5 posts? Juste pour que les gens, se rendent compte un peu, tu vois? Alors attends, tu sais quoi? Je vais regarder en live. Je suis pas connecté tous les jours, quoi, tu vois? Non, 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 mais d'avoir une idée. Heu, dans Tu une même vois? si attention, enfin, je répète, chaque personne a sa vérité, ça dépend de ta réputation installée, en fait, pour un même nombre de vues, on peut ne pas du tout avoir les mêmes résultats business parce que quelqu'un avec une bonne réputation va plus convertir, a peut-être plus chauffer les gens, a peut-être une audience mieux qualifiée et cetera. Donc ça veut rien dire pour les autres, hein, c'est juste, pour avoir des ordres de grandeur. Bah, tu vois, là, je suis à 9 897 vues sur les 90 derniers jours et comme j'ai plus le paiement le LinkedIn Premium, je peux pas filtrer à 30 jours.
Ouais, 9 000 et quelques vues sur les 90, donc ça veut dire que tu es à 3 000 vues par mois. Franchement, c'est déjà du beau trafic, hein, sur ton Ouais, c'est profil. pas mal. En Ça veut fait, dire que c'est efficace, hein, ta com, en hein. C'est très échangeant efficace. avec des gens, bon, qui sont spécialisés, comme toi notamment, je me rends compte que sur mon profil LinkedIn, j'ai beaucoup de vues, tu vois? Par rapport à mon ratio, followers Ouais, vues. J'ai beaucoup de vues, j'ai beaucoup de visites profil, j'ai beaucoup de conversions. franchement, ouais, 3 000 par mois, tu commences à faire partie de ceux qui tournent, très bien, tu vois? Ça c'est enfin, c'est efficace, il y a de la matière, quoi. Si en plus c'est des visites qualifiées, c'est totalement cohérent avec, 5 à 10 par semaine, quoi. Et tu vois, avant, c'était beaucoup mieux. Et OK. depuis qu'ils ont changé l'algorithme, je sens quand même une baisse à la fois sur les vues et à la fois sur le nombre de visites de profil quand même. Et comment tu fais alors? Tu augmentes le nombre de posts? Tu fais comment? Alors, j'ai pas augmenté le nombre de postes. Alors, je l'ai augmenté parce que je me disais qu'il y avait du business, mais je l'ai pas augmenté en me disant: «Il faut absolument que j'augmente». Finalement, je l'ai augmenté un peu par frustration de me dire: «Putain, j'ai des super bonnes idées de posts. Ça serait cool de parler de ça, ça serait cool de parler de ça intéresserait les gens que je parle de ça». Et au bout d'un moment, bah, quand tu postes 3 fois par semaine, tu te dis: «Bah, merde, en fait, il y a plein de posts qui restent sur le carreau et j'aurais mis et envie d'en parler». Donc en fait, tu rajoutes un quatrième poste et tu dis: «Bah, c'est bien, mais ça suffit pas». Donc tu rajoutes un cinquième poste et puis bon, j'en suis rendu à 5 posts par semaine, tous les jours ouvrés, quasiment. Bon, je bosse pas le week-end, donc je poste pas le week-end, mais ouais, je l'ai fait un peu plus par plaisir personnel que de me poser, d'écrire mes posts, d'apporter, le peu de valeur que je peux apporter et puis voilà. Ouais, OK. Tu postes en fonction des choses que tu as à dire et en fait, de toute manière, plus tu postes, plus tu as des idées donc et en plus on peut recycler donc OK, tu es à 5 par semaine. Et bah, j'ai une ça fait bien la transition vers, avant d'attaquer l'organisation, comment tu fais sur ta stratégie, tu vois? Comment en fait enfin, toi au début, tu dit: «Je veux le faire, mais je m'y mets all-in quoi. Je le fais en me posant la question de ce qui est important, de ce que veulent lire les gens», tu vois? De ce que veut lire ma cible. Toi aujourd'hui, est-ce que c'est quoi les grandes lignes de ta stratégie? On a entendu que dans une stratégie, il y a le rythme par exemple, tu es à 5 posts par semaine. Mais, en termes d'édito, de thématique, de format, qu'est-ce que tu as défini? En fait, moi, j'ai une logique, c'est-à-dire que j'ai réfléchi à qui je devais toucher, globalement. Ça, c'est mon point de départ. Ensuite, je vais réfléchir aux grands sujets, j'insiste sur grands sujets, grandes thématiques qui vont les intéresser, en corrélation aussi avec mes offres, hein, on va pas se mentir. Et derrière, ça me donne des sous-thématiques, ça me donne des sujets. L'idée, c'est pas de me dire, «Tiens, il faut absolument que je trouve 3 sujets pour la semaine prochaine». Ça, c'est le genre de process qui m'angoisse. Au contraire, je préfère prendre les devants et me dire: «Bah, tiens, tu vois, là, il y a 100 postes pour les 6 prochains mois», par exemple. Ouais, Et comment je fonctionne, c'est que je suis assez, monotache et assez, borné quand je m'y mets. Donc je vais noter dans un Excel toutes les idées de postes que j'ai. Une fois que je les ai, j'ai une bonne liste, je vais me poser et je vais les rédiger. Je vais m'isoler dans un endroit, alors, pour la petite histoire, souvent à côté d'une piscine et au soleil globalement, et je vais rédiger. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Rien ne me gonfle plus que de me dire: «Bah, tiens, je vais mettre un vieux sujet dans un vieux truc ChatGPT et j'ai un truc comme tout le monde». Ça peut m'arriver de corriger avec ChatGPT parce que je suis pas excellent en orthographe, mais globalement, tout le corps de tous les postes vient de moi parce que j'adore ça. Et globalement, il y a aussi un autre petit secret que j'ai pour écrire mes posts ou en tout cas ouais. trouver le sujet, c'est que je suis un grand lecteur, un très grand lecteur. Je vais lire entre, 2 et 3 bouquins business par semaine. Et Ah donc ouais, d'accord. au-delà de toutes les je suis un peu, bon, bipolaire. J'ai 3 stabilos près de mon lit ou près de mon canapé, là où j'ai mes bouquins, et tu as une couleur qui est dédiée aux posts LinkedIn. Ça veut dire que je vais surligner une idée, je vais me dire: «Bah, ça, tu vois, post LinkedIn», et le dimanche, quand je vais avoir terminé mes bouquins, je vais les prendre. Bon, déjà pour ma culture perso, je vais en faire des fiches dans un Word avec la thématique, et surtout, OK, c'est ce moment-là où je vais regrouper le sujet des posts LinkedIn dans mon Excel qui regroupe mes autres idées que j'ai eues, par rapport à la semaine. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais laisser une fluidité au sujet, je les pose là, j'y regarde plus, et une fois que j'ai, suffisamment de sujets, je vais me faire une grosse session de rédaction, quoi. OK, OK. Donc OK, toi tu te nourris tous les jours, tu listes en fait les idées, c'est tout le temps.
tous les jours. C'est tes lectures, c'est ta consommation et puis, par contre, tu fais du batching, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis: Je compile ma liste d'idées quelque part et puis il y a une journée, enfin, en fait, après tu fais quoi? Tu organises les 30 prochains jours, les 90? Enfin, tu vois, comment tu t'organises? Tu les écris, pour combien de temps et Au cetera? début, c'est ce que je faisais à peu près tous les 3 mois. J'écrivais OK. pour à peu près tous les 3 mois. Sauf qu'en fait, là, entre les posts qui viennent se greffer, l'avance que j'ai prise, je pense que j'ai 600 posts d'avance, quasiment. Ah ouais, d'accord. Avec le sujet, le post écrit, tu as presque le sujet du support, soit un carrousel, que ce soit une vidéo ou une photo, j'ai quasiment tout d'avance. OK et tu mets combien de temps pour écrire combien de posts, tu vois? C'est quoi ta productivité? Allez, j'écris un post entre 5 et 10 minutes. C'est-à-dire qu'entre Ah 5 ouais, et tu es 10 rapide. minutes, j'ai 80 d'un bon post. Je vais le laisser de côté, je passe au suivant et derrière, je vais avoir des sessions où juste je les reprends. Ah ouais, donc c'est intéressant de savoir comment tu t'organises, ouais. Toi, donc lire tous les jours. Après, tu as un temps où tu te fais ta liste, c'est ça? Ouais, Ça, c'est un temps, défini, mais c'est pas un temps d'écriture encore, c'est ça? Et ensuite, pour l'écriture, par contre, là, tu te bloques à côté d'une piscine ouais. et En là, tu te fais une fait, session où tu fais 80 des posts. Tu t'arraches pas sur la finition parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir d'un coup un post entier et là, je sais pas, tu te mets une journée, une demi-journée, tu en fais combien, quoi? ça dépend. En vrai, honnêtement, ouais, tu mets 10 minutes, donc je vais en faire, 5 par heure, tu vois? Donc ça peut me faire sur une grosse journée, dans les faits 50, dans la en théorie 50, dans les faits, c'est difficile d'être concentré sur 10 heures Bien de sûr. rédaction. En tout cas, moi, j'y arrive pas. Donc ça va plutôt être 20-25 par jour et je vais échelonner sur une semaine, quoi, en gros. OK, OK et donc ça, tu arrives à le faire en semaine? Tu arrives à te faire des jours off où tu es pas dérangé? Non, ça, je le fais plutôt le dimanche, Ouais, tranquille OK, ou on est d'accord. encore sur, 3-4 jours où je dis en gros, «M'emmerdez pas, je suis en vacances», mais en fait, je rédige des posts, je rédige des scénarios de vidéos sur YouTube et autres et puis voilà. OK. Non, mais merci pour ton honnêteté parce qu'il y a la vraie question de quand est-ce qu'on trouve un temps pour écrire où on n'est pas dérangé, quoi? Après Surtout moi, je quand suis on est aussi très, très matinal, donc OK, tu vois, j'attaque quasi tous les jours avant 6h30 et donc de OK. 6h30 à 9h30, tu es quand même assez peu dérangé. Tu peux avoir un process d'écriture qui est quasi indolore pour le reste de ta journée et qui t'a permis de prendre 3 heures d'avance. En 3 heures, quand tu es concentré, tu avances pas Ouais, mieux. surtout le matin et alors tes posts juste, parce que là, le but, c'est de donner toi comment tu fais et après les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais toi, tu les écris sur Excel, du coup? Non, après j'ai un PowerPoint Tu les écris, alors tu as la liste sur Excel, après tu les non, mais c'est intéressant de savoir comment les gens réfléchissent. Tu les écris sur un PowerPoint et une fois que je l'ai écrit sur le PowerPoint, je le supprime de l'Excel. et sur ton PowerPoint, du coup, tu as une slide par post et une fois que tu as fait ça, alors j'ai bien compris que tu avais des posts à 80 faits, puis parfois tu te faisais un exercice de finition. J'imagine que c'est les accroches, les machins Ouais. et potentiellement, c'est là où tu relis avec ChatGPT, c'est ça? Alors, en gros, je vais me faire mon PowerPoint. Tu as toujours 2 slides par post, un post écrit et mes grandes idées ou les grandes lignes pour le contenu, que ce soit un carrousel, que ce soit une photo, une Ouais, vidéo, comment je vois l'élément qui va accompagner le texte, on va dire. Donc ça, c'est les 2 trucs. Globalement, je vais me mettre en mode inspiration. Tu sais, c'est un peu comme si tu es en haut de la piste de ski et tu vas ouais, sur un bourrin. Donc tu as un truc qui globalement, plus parlé qu'écrit. Surtout que j'ai cette tendance-là, moi, à écrire comme je parle. Donc, je vais l'écrire de cette manière-là. Très souvent, une fois que j'ai les 80, je m'arrête parce que je sais que je suis pas capable à ce moment-là d'aller chercher un 100. Donc, je vais rester sur ce travail monotage de grandes idées, de ouais, rédaction un peu à la volée. Je peux avoir 3-4 scénarios, 4 formats pour une idée globale de poste. Et donc, je fais différentes slides. Ensuite, j'y reviens et là, je vais le polir par respect pour ChatGPT, je vais le rédiger le réorienter et en général, je repasse avec un coup de ChatGPT en mode: «Bon, bah, voilà, ce post-là, il est très parlé. Est-ce que tu peux me le rédiger? Est-ce que tu peux me corriger les fautes d'orthographe et le mettre un peu au format, LinkedIn friendly?» ouais, OK, OK et là, ce qui est intéressant et je pense que là, ce qui est à choper dans ce que tu dis, quel que soit le process, c'est que ChatGPT est intéressant sur les exercices de finition, pour écrire mieux, pour écrire en moins de mots,
voilà, pour parfois dire en une belle phrase ce que tu as dit en 3. Et c'est intéressant de le faire intervenir à cette phase assez avancée de réécriture, de relecture, mais pas du tout de génération d'idées et de gestion des idées. Enfin, pas dans le sens où il peut pas avoir d'idées, mais globalement, c'est souvent plus intéressant et personnel. Enfin, ce qu'on veut, c'est ton expérience et tout, donc c'est bien de générer les idées soi-même. Et ok, donc ensuite tu refais. Et pour aller, là c'est pas terminé encore, ok, bah, t'écris tes posts, tu les finalises sur ton PowerPoint, mais après toi t'es occupé dans la journée, enfin tu les planifies à l'avance, tu Non. les, tu les mets dans LinkedIn pour tu sais, on peut les programmer. Bah, je sais, on m'a dit à un moment donné que ça, Moi je les programme, hein, ouais, perso. et ça marche? Ouais. Ben, en fait, le truc, c'est qu'il vaut mieux être là. Même si tu les programmes, tu t'enlèves la charge mentale sur le coup de d'avoir à le mettre dans machin, d'aller chercher le visuel et tout. C'est un peu comme une tâche que je fais en une fois pour la semaine d'après. Et après, par contre, il faut que je sois là, tu vois. Parfois, je suis pris dans un call et tout, j'arrive après. Bah, si t'es pas sur LinkedIn, les gens, là, tu vois, c'est un peu ce qui s'est passé ce matin. J'ai plein de commentaires et tout, j'ai rien répondu. Bah, le post, il marche moins bien, je Ouais, pense. c'est ça. Euh, Moi, voilà, mais ça enlève de la charge mentale. je poste tous les jours, ça fait partie de la discipline que j'impose à mon compte, entre guillemets. C'est tous les jours entre 8 heures, allez, si je suis à la bourre, et 8h05, 10, Ok. je poste. Et en effet, je suis les conseils algorithmiques de se dire, bah, tu réponds aux commentaires, tu likes les commentaires, ça me permet de faire un tour aussi sur les autres posts LinkedIn, c'est intéressant aussi. Donc c'est mon heure LinkedIn, et après, je vais, euh, je vais répondre au fur et à mesure quand je vais aux toilettes, quand je vais boire un coup, quand je vais me faire un café entre 2 réunions, je vais y répondre. Mais l'idée, c'est pas d'être bloqué, tu vois, sur le téléphone en mode je fais que ça de ma journée, même si c'est efficace. Je trouve que ça te prend une grosse bande passante et une grosse énergie mentale si tu fais toute ta journée là-dessus. T'es un peu légume, quoi, après. Ouais, mais justement, toi, alors le matin, tu fais à 8 heures, tu restes combien de temps? Allez, 45 minutes, 1 heure. Ok, quand même. Et en 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, donc dans ces 45 minutes, 1 heure, tu postes, tu réponds aux commentaires sur ton post pour bah, interagir avec les vrais gens qui viennent te voir. Mais est-ce que tu vas commenter, liker, faire des actions sur d'autres? Ouais, bah, Ok, globalement, je sais que ça fonctionne bien pour l'algo, donc je le fais. Et puis, à titre purement personnel, c'est aussi une belle source d'enrichissement, d'apprentissage. Enfin, je veux dire, moi, mon contenu, il est bien, super, mais je suis pas le seul à avoir un bon contenu. Et je trouve que du contenu comme ça, assez court, avec des vidéos d'1 minute, des posts qui se lisent en 2 3 minutes, ça t'apprend beaucoup de choses, et c'est un bon complément à, des éléments plus théoriques, des vidéos longues ou des écrits dans des bouquins, par exemple. ouais. Et ok, là, tu vas au hasard ou tu as une liste un peu définie de gens avec qui t'interagis? Les 2. Ok, Tous les jours, j'ai des personnes, que j'ai l'habitude de, regarder, commenter parce que ça m'intéresse. Et puis après, je me laisse aussi, «libre cours» entre guillemets à l'algorithme pour qu'il m'emmène sur des comptes, avec des posts qui sont intéressants, parce que ça te permet aussi d'aller découvrir des sujets qui sont pas forcément ni dans ta zone d'intérêt ou ta zone de compétence, et de découvrir quand même des trucs qui peuvent t'intéresser. ouais, ouais, ok. Donc, si je récapitule, en termes d'orga, enfin, en termes de stratégie, tu en fais 5. Tu pars de tous les grands sujets, 5 par semaine, tu pars de tous les grands sujets qui enfin, peuvent intéresser ta cible parce que tu la connais bien. Tu fonctionnes en mode plein d'idées, tu prends plein d'avance et du coup, chaque semaine, ça te prend quand même opérationnellement au moins, 5 heures par défaut parce que, 5 jours, 5 postes et tu programmes pas en plus, donc il y en a pas qui sortent où tu es pas là et après ça te prend un peu plus parce qu'en vrai tu y vas un peu, donc c'est un vrai investissement. Et juste en termes de ouais, en termes, d'édito, en termes enfin, tu vois, dans ta stratégie, tu vois, tu dis: «Bah, je vais faire les sujets, qui intéressent ma cible», mais tu fais aussi de la vidéo et cetera. Comment tu réfléchis? Il y a une stratégie derrière tes formats aussi? C'est une bonne question. Derrière les formats, j'ai beaucoup misé sur la vidéo parce que je trouvais ça assez pertinent d'expliquer. Enfin, je trouve ça plus pertinent sur de la vente d'expliquer de vive voix. Je sais que les carousels, en tout cas sur mon compte à moi, marchent beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus de difficultés, je trouve, à connecter avec, la personne qui regarde, donc j'en fais moins. Mais OK, je marche beaucoup avec des vidéos. L'avantage que j'ai, et c'est assez perso, mais je suis formateur en plus sur des thématiques commerciales, donc tous les sujets que j'aborde, je sais en parler. Donc OK.
quand je décide de faire les contenus et notamment les vidéos qui vont avec, bah, en général, je prends une demi-journée de mon agenda pour tourner je sais pas combien de vidéos, peut-être 100 vidéos dans la demi-journée, parce que c'est des vidéos qui sont hyper courtes, que très souvent, il me faut juste une seule prise. Allez, des fois, je la reprends parce que j'ai une idée en même temps quand je coupe la vidéo, mais je l'ai fait en une seule prise. Et derrière, en vrai, en termes de montage, c'est très rapide. Alors ça, c'est pas moi qui le fais pour le coup, Ouais, et mais c'est hyper rapide et je le fonctionne comme ça et franchement, c'est du temps. Je veux dire, ça prend du temps de réfléchir au sujet, ça prend du temps que de rédiger les posts, ça prend du temps que de faire les vidéos et même de répondre aux commentaires. Mais je trouve que c'est une vraie source d'apprentissage. C'est-à-dire que, ça te permet de prendre du recul sur ta discipline. On a ouais. tous la tête dans le guidon tout le temps, on a quand même l'habitude de répéter les mêmes discours. Le fait de devoir parler en public, de devoir expliquer, bah, ça te permet de prendre de la hauteur et je trouve ça intéressant que de le faire. Ouais, je suis, entièrement d'accord. On est vite face aux limites de ses compétences quand on essaie de transmettre déjà juste, «Ah bah, en fait ça, ouais, quand j'en parle, je sens que je suis pas non plus, le boss. Ah ça, je suis très à l'aise, je pourrais en parler une demi heure» et du coup, quand même, la vidéo, enfin là, moi, c'est un des trucs que je trouve assez impressionnant chez toi parce que tu t'es lancé il y a juste 1 an sur LinkedIn. Déjà, ça peut faire peur, ça prend du temps, machin. Tu t'es dit: «Vas-y, je vais faire de la vidéo», mais tu fais comment, pour, faire des vidéos maison? Parce que 100 dans une demi-journée, c'est hyper impressionnant. J'ai bien compris que toi, on allumait la caméra, tu pouvais parler et tu faisais en une prise. Mais du coup, c'est quelqu'un de chez toi qui filme et vous mettez on et j'ai bien compris que quelqu'un te faisait le montage, mais du coup, tu reprends tes sujets de poste, genre ceux que tu as mis sur un Excel et tu te dis, «Vas-y, tous ceux que j'ai déjà fait en texte ou en carrousel, je les refais en vidéo?» Ah non, en gros, c'est les O ouais, posts. En gros, je vais arriver, très honnêtement avec toi et les auditeurs, comment ça fonctionne? Je vais aller dans un des Podspace parce que c'est OK, très simple. De toute façon, ouais, j'ai pas de matériel. Enfin, j'ai juste, ce truc-là, OK. des spots et un trépied globalement, c'est tout ce que j'ai. Sinon, on filme la plupart du temps à l'iPhone, donc j'ai pas de matos. Si je veux faire des belles vidéos, je loue un studio Podspace Ouais, 150 € de l'heure, dans Paris, pour ceux qui connaissent pas, voilà. et c'est pas rémunéré, hein, c'est pas un partenariat. Non, il y a aucun partenariat, mais c'est vrai que c'est très pratique pour enregistrer les podcasts ou même pour faire un truc tout seul. C'est ça exactement et je me dis: «Bah, voilà, j'ai des micros de qualité, j'ai des caméras de qualité, ça m'envoie tous les fichiers». Moi, je me pose dans mon Podspace. Globalement, ça peut m'arriver de le faire avec Raph, mon associé, en mode discussion où il me pose des questions, mais ça peut aussi m'arriver où j'y vais tout seul un peu comme un couillon et j'ai pas forcément honte de le dire. Je relis mon post et je me dis: «Bah, tiens, qu'est-ce qui accompagnerait bien ce post-là? Qu'est-ce qui va parler de ce sujet-là sans paraphraser un peu le post?» parce que si tu as une vidéo qui, oralise ce que tu as écrit, ça sert pas à Ah, grand chose, donc quoi. tu lis pas. Donc en fait, ta force, c'est que tu ne lis rien, il y a pas de prompteur et cetera? J'ai essayé une fois avec un prompteur, ça m'a fait chier. J'ai, Ouais. repris rendez-vous chez Podspace le lendemain, j'ai recommencé, globalement. Mais OK, donc là, OK, on touche quand même à un truc où là, tu as quelque chose en plus, je pense, par rapport à la moyenne des gens. C'est que si tu es capable de parler parce que c'est très dur quand on fait un podcast, ça va, on est en conversation avec quelqu'un. Mmh. C'est très dur de parler à du métal, hein, et du verre, c'est-à-dire une caméra, quelqu'un qui est pas un humain et d'avoir l'air naturel et de dire, «Bah, voilà, quand quelqu'un vous dit non, voilà comment vous faites». Enfin, c'est extrêmement difficile en vrai. Donc toi, tu arrives à te faire ton petit speech, en une prise, pour parler d'un sujet face caméra, quoi. En fait, c'est même pas tant ça. C'est-à-dire que pour moi, j'ai tellement de c'est réel ce que je vais te dire, j'ai tellement de respect pour les gens qui prennent de leur temps pour me lire ou pour regarder mes vidéos, qu'en fait, je les imagine. C'est-à-dire que vraiment, je me bagarre quand je suis dans mon Podspace ou en train de faire les vidéos, je me bagarre pour me dire: «OK, j'ai l'impression d'avoir toutes les personnes qui vont voir la vidéo en face de moi, qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Qu'est-ce que je dois leur apporter pour que ça les intéresse, pour qu'ils se disent à la fin de la vidéo, bah écoute, merci, je le connaissais pas ce type-là, mais c'est vachement intéressant ce qu'il raconte. Ça m'a aidé à vendre un truc, ça m'a aidé à trouver un nouveau client, parce que c'est ce qu'on propose quand même. Et donc, je vais re-regarder ces vidéos parce que c'est intéressant. Donc, en fait, j'ai pas l'impression de parler à un bout de plastoc ou à un bout de métal. J'ai l'impression d'avoir un écran, en effet, entre mon public et moi. Tu sais, ça fait très, je fais des shows à l'Olympia, mais entre les gens qui ont la gentillesse de m'écouter
et ce que j'ai à leur donner, en fait. Et c'est ça peut-être qui m'aide à me dire: «Bah, voilà, déjà je donne beaucoup parce que c'est fatigant à faire, mais surtout ça me permet d'enchaîner avec du concret, quoi». Ouais, OK. Non, mais enfin, hyper impressionnant et hyper courageux aussi de se réserver un petit pot de space et se dire: «Allez, go, j'y vais, je fais mes vidéos» et ça t'a apporté quoi la vidéo spécifiquement? Parce que tu l'as pas fait au début, tu t'y es mis après. C'est quoi que tu as senti? Parce que tu sais, on pourrait se dire la vidéo sur LinkedIn, moi j'en fais, c'est pas le truc qui génère le plus de likes, ni le plus de vues, toi, qu'est-ce que ça c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? Le retour d'expérience que j'ai sur la vidéo, le meilleur truc que ça m'a apporté, c'est des remises à la boucherie. Je te jure que c'est vrai. Je vais faire mes courses chez mon boucher et le gars me dit: «Oh mec, tu as percé sur les réseaux». Je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Ah ouais, je vois toutes tes vidéos tous les jours, c'est trop bien ce que tu fais». Bah, le gars m'a fait une remise sur les merguez. Je dis: «Bon bah, merci pour les tips». Et c'est vrai, je te jure que c'est vrai. Ça valait le coup de faire des vidéos. Non, blague à part, Ah, c'est marrant ça quand même. je Le trouve boucher sur LinkedIn. ouais, non, mais alors c'est pas sur LinkedIn, c'est sur Il TikTok. il il est sur TikTok, OK. TikTok. Mais du coup, bon, c'est un autre réseau avec un autre fonctionnement, mais les idées sont les mêmes globalement. Oui, Et c'est les mêmes vidéos? On est d'accord que les vidéos TikTok, c'est les mêmes sur LinkedIn ou non? non, c'est pas les mêmes. C'est OK. globalement les mêmes sujets, c'est pas forcément les mêmes approches. Tu vois, sur LinkedIn, même si je m'octroie le droit de parler de manière un peu moins, plan-plan ou institutionnelle que certains, ça reste quand même LinkedIn. Donc c'est quand même des choses basées sur la pédagogie et autres. Tu as Sur tu as fait tu as fait un truc sur les toilettes quand même là, un peu sur les récemment, hein. parce qu'en fait, Tu as osé quand même. LinkedIn me fait quand même de plus en plus chier. Je trouve que Oui. c'est, de plus en plus vide, c'est de plus en plus les mêmes posts, c'est de plus en plus chiant, c'est de plus en plus, bien pensant. Donc je me suis dit: «Bah tiens, on va parler des conseils de merde, quoi de mieux que de les faire aux chiottes quoi, en gros». Donc heu, donc on a fait quelques vidéos chiottes, ça a pas très bien marché sur LinkedIn. À l'inverse, tu vois, ce format-là, il a beaucoup plus marché sur TikTok et Instagram. Ouais. Ouais, OK, OK. C'est là la différence de typologie de vidéo où j'essaye de m'adapter un peu aussi à ce que les gens qui commentent, et qui regardent vont regarder. Pourquoi? Parce que, bah, quand les gens commentent, tu peux aller sur leur profil et regarder quel type de profil ils ont. Sur TikTok, il y a beaucoup de personnes, c'est entre 16 et 25. Sur LinkedIn, je Ouais. suis plutôt entre 35 et 50 entre guillemets. OK, OK et du coup, je t'ai coupé, pardon, tu me disais qu'est-ce que ça t'a apporté à part le boucher? Ouais, ben je trouve que, tu Tu as ce biais, tu sais, d'exposition. Quand tu vois les gens plusieurs fois, bah, ils te paraissent beaucoup plus sympathiques, ils te paraissent beaucoup plus professionnels. Et donc, je trouve que le fait que de montrer son visage donne déjà, enfin, montre patte blanche, inspire confiance et ensuite tu as ce biais d'exposition qui va te permettre, bah, de rentrer un peu, je ne vais pas dire dans la vie des gens, mais dans le quotidien professionnel des gens sur des thématiques précises et donc quand ils ont un appel à toi ou quand ils ont besoin de toi, ils le font beaucoup plus que s'ils sont jamais vu ta tête, je Ouais, trouve. ouais, OK, le ouais, ce biais d'exposition qui plus on voit quelqu'un, plus on va avoir confiance en lui et en fait, le fait de te voir, moi, le retour d'expérience sur la vidéo, c'est que les gens, le fait de pas que me voir en photo, mais me voir en mouvement, entendre ma voix et cetera, bah, en fait, ça casse encore des nouvelles barrières en termes de proximité, en termes de confiance et ça crée l'effet, «Tiens, je le connais déjà un peu, quoi». C'est ça, ouais. Hem, Et les gens qui viennent me parler en général sur LinkedIn, je le sens, tu vois? Ils me parlent comme s'ils me connaissent. Souvent, ils me tutoient, ils me disent: «Salut, ça va? J'ai vu ta vidéo, c'est très cool. Est-ce qu'on peut s'appeler pour parler de ça? Ou j'ai un besoin de ça, est-ce que tu peux me mmh, conseiller?» Tu vois? On a dépassé une barrière et je pense que c'est par la vidéo. Après, tu as un autre élément, c'est que moi, quand je me suis lancé sur LinkedIn, j'ai dit: «OK, mais je le fais à ma manière». Je ouais, veux pas d'un truc chiant, je veux pas d'un truc institutionnel. Et d'ailleurs, pendant le test que j'ai fait, avant de me lancer vraiment, je parlais de manière très institutionnelle et j'ai un copain qui est dans la com aussi qui me dit: «Mais, c'est de la merde tes posts, ça te ressemble pas, on dirait pas toi qui les écris, on dirait pas toi qui fais les vidéos». Je dis: «OK, tu as raison. Si je le fais à ma manière». Un peu en mode, si je dois dire un gros mot pendant la vidéo, bah, je m'en fiche. Si, je dois parler d'un truc qui est pas politiquement correct, je m'en fiche aussi. J'y vais à ma manière. Si ça plaît, c'est très bien. Si ça plaît pas, c'est encore mieux parce que tu as tous ces mecs qui vont te critiquer dans les commentaires. Ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'ils font augmenter ton post. Donc en fait, tant que ça déclenche des émotions, bah, moi ça me va.
Mmh. Et je pense On que la est vidéo est un bon vecteur. pardon? La vidéo est un Ouais, bon vecteur, je trouve. la vidéo est un bon vecteur et ouais, c'est un bon vecteur pour casser des barrières et aussi je trouve qu'il y a moins de comme tu es un peu plus accessible et cetera, bizarrement, je trouve qu'il y a moins de haters sur les vidéos parce que, je sais pas, quand on voit quelqu'un en vidéo, mais ça, c'est peut-être pas ton expérience, mais, en tout cas sur LinkedIn, hein, je parle pas sur les autres réseaux où c'est terrible. Ah, il y a Tu des vois beaux quelqu'un goals, en hein. vidéo sur LinkedIn, tu vas moins bon, beh, il est plus encore plus présent, quoi, donc tu vas moins le tracher parce que la vérité des haters, c'est qu'ils sont jamais très courageux et que souvent ils sont cachés, quoi. Enfin voilà, là peut-être que je mais, Non, mais c'est hyper intéressant, je m'étais pas mmh, rendu compte de ça, mais tu as mais raison dans les faits. j'ai l'impression que ouais, plus tu te montres un peu de manière, vulnérable finalement, la vidéo c'est casser enfin, tu casses une barrière parce que tu te montres, peut-être avec tes défauts de langage, avec machin et donc plus tu es vulnérable, plus tu te montres, moins tu as des gens qui osent, et donc c'est aussi peut-être un truc anti-haters, enfin voilà, c'est mon analyse, Ça à marche pas chaud. sur TikTok, hein, par contre Non, ça. non, 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 mais bien sûr TikTok, de toute manière c'est TikTok, Insta, même YouTube, c'est terrible. Mais, OK, on a fait le tour de pas mal de choses. Hem, Parfois tu manques quand même de temps, j'imagine. C'est quoi ta règle d'or quand tu manques de temps? Comment tu fais pour continuer, tu vois? Alors, le gros avantage, c'est que j'ai toujours plein de postes d'avance. Donc je sais que potentiellement, ils seront pas à 120, mais en général, ils sont à 100. Et le truc, c'est que, bah, ça fait, maintenant 1 an que je poste. J'ai toujours eu, cette phrase de Warren Buffett, bon, pour la communication, mais pour tout le reste, qui dit: «J'investis dans des boîtes qui peuvent être gérées par des débiles». Bah, personnellement, je crée des boîtes qui peuvent être gérées par des débiles ou en tout cas qui peuvent être gérés en mon absence. Ça veut dire que demain, je tombe dans le coma et ce que je me souhaite pas, On ne te le souhaite pas. j'ai 6 mois d'avance, tu vois, sur mes posts. Donc ça veut dire que mon équipe peut aller prendre mes posts et les poster. Demain, ça m'arrive des fois d'avoir un client qui vient au bureau, d'avoir un imprévu de 8 heures à 9 heures, mais ça arrive tellement de fois que je donne mon téléphone à Raphaël, mon associé, ou à ma femme, ou à quelqu'un de mon équipe. Je dis: «Bah, s'il y a une urgence, tu y réponds. S'il y a un commentaire, tu y réponds» et puis voilà, quoi. Ouais et OK, j'avais promis de te libérer, à l'heure, on a déjà un tout petit peu dépassé, donc je vais clore sur quelques dernières questions. Heu, Toi libre. pour le moment, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais on a quand même pas trop parlé des erreurs ou des conneries. Est-ce que tu c'est quoi la plus grosse connerie que tu faite ou la plus grosse erreur et l'apprentissage associé, quoi? Sur ta com, sur ta réputation où tu t'es dit: «Ouah, là non, là j'ai fait un faux pas», tu vois? Parce que c'est la peur de beaucoup de gens. Bah, sans prétention aucune, j'ai pas l'impression d'avoir fait de conneries ou en tout cas, j'ai pas fait de grosses conneries, tu vois? Où je me dis: «Merde, j'aurais pas dû faire ça». J'ai sûrement posté des trucs que j'aurais pas dû poster. J'ai sûrement, minimisé des choses que j'aurais pu maximiser, mais j'ai pas fait une dinguerie ou, un truc, je me dis: «Merde, j'aurais pas dû poster ça» ou quoi. Pourtant, je suis loin d'être politiquement correct, mais je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je suis aussi responsable de ce que je transmets moi, mais pas de ce que les gens vont recevoir. Si ça leur plaît, bah, j'en serai le premier avis. Si ça leur plaît pas, je m'en fous, ça reste un jeu quoi, les réseaux sociaux, ça caractérise pas ni ce que tu es, ni ce que tu fais. Si on refaisait tout, si là en 90 jours là, tu te relances, tu remets table rase, tu ferais comment? Tu ferais différemment ou tu ferais pareil? C'est quoi tes les étapes que tu prendrais? Je ferais pareil, mais je ferais pire. C'est-à-dire que en fait, au fur et à mesure que tu vas tester sur LinkedIn, en tout cas ça a été mon cas, tu vas, tu sais, toucher et dire: «Ah bah, ça brûle pas. Ah bah, ça fait pas mal» et donc tu vas de plus en plus loin, tu prends entre guillemets «de plus en plus de risques», tu es de plus en plus clivant, tu es de plus en plus drôle, tu es de plus en plus pointu et si je devais refaire l'année et quelques de posts que j'ai faites, pardon, bah, en 90 jours, j'irai, plus vite, plus fort, plus loin et si ça plaît, tant mieux, si ça plaît pas, je m'en fous. OK, OK, merci. Je pense que ça peut clore à peu près les choses, je réfléchis à est-ce que j'ai oublié une question, que je voulais absolument poser? Non, je pense que c'est OK. Comment on fait pour te suivre, pour ceux qui te découvrent là, pour soit te suivre ou même te joindre ou même bosser avec toi, Simon? Ouais, c'est mieux s'ils peuvent acheter les gens qui veulent me suivre, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, comment ils font pour acheter, quoi? Comment ils font? C'est quoi le meilleur moyen? On en a un peu parlé, mais Le c'est pour meilleur voir s'ils moyen suivent. globalement, c'est de m'ajouter sur LinkedIn, de m'écrire. Je réponds à tout le monde.
Même les haters, je leur réponds. Alors, je leur réponds à ma manière, mais je leur réponds. Et voilà, ils peuvent m'ajouter sur LinkedIn. Ça leur permettra de voir le contenu, de comparer avec ce que je viens de raconter, voir si j'ai pas dit trop de conneries. Donc, tu as LinkedIn pour les posts un peu plus institutionnels pour bosser. Et après, tu as Instagram et TikTok. C'est le même pseudo. C'est Simon by Atmada, Hatmada. Là, pour le coup, c'est des vidéos un peu plus ludiques, un peu plus drôles. Il y a des formats de compétition, de challenge, de jeux pour les commerciaux. Tout est sur la vente. Je suis pas là à filmer mes pieds ou mes vacances. Globalement, l'idée, c'est de montrer un peu de contenu pédagogique. Montre aussi mon quotidien. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire à partir de la rentrée pour montrer que être entrepreneur, c'est pas que les belles vacances, les belles voitures et tout ça. C'est aussi, tu arrives avant le mec de l'entretien le matin au bureau, c'est tu repars après lui et tu dois montrer l'exemple. Donc, ça va être un peu les différents posts que je mets. Et puis sur LinkedIn, sinon, c'est Simon, Simon Nabet, Nabet. Magnifique et merci beaucoup Simon pour le partage, dense, sincère, avec je pense pas mal, enfin beaucoup de valeurs parce que c'est ta manière à toi et justement je pense que les gens vont le but c'est pas de copier, hein, c'est toujours de s'inspirer et ça remplit le rôle de ce pourquoi il fait un podcast à mon avis. Tiens, lui il fait ça, c'est intéressant, je vais pas tout copier mais il y a des trucs à prendre, tu vois? Eh ben, écoute, je te remercie de ton invitation. Je serais très honoré, sans langue de bois et très flatté que des gens copient ou s'inspirent de ce que je fais. Si ça les aide, bah écoute, ce sera mission réussie pour ton podcast et mon intervention. Et pour tous les commerciaux qui veulent apprendre, je vous encourage à rejoindre la plateforme Atmada 1%. Tout est gratuit, tu as 120 heures de formation, tu as des événements gratuits, tu vas avoir des opportunités de job, des ateliers CV, des ateliers création de contenu sur la vente. Tout est gratuit, vous sortirez pas un euro. Et c'est ma punchline du moment. Gratuit, ça veut pas dire pourri, ça veut juste dire que vous avez plus le choix. Donc Heu, rejoignez. c'est bon ça. Tu m'envoies le lien de ça, de cette plateforme? Je vais le mettre dans les notes de l'épisode. Au moins, vous pouvez retrouver, dans les notes, le profil de Simon et aussi, bah, tous ces liens et surtout, celui dont il vient de parler. Parce qu'à l'heure où on se parle, c'est pas encore annoncé, c'est pas encore live, mais ça le sera, quand l'épisode sera sorti et moi, personnellement, ce que je vais copier, c'est, la prochaine fois que je fais des vidéos, je tente de les faire, sans script. Juste avec les sujets et en essayant de visualiser tous ces gens à qui je parle virtuellement, qui vont recevoir le message et en essayant de me dire: «Tiens, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie d'entendre?» Je vais vraiment essayer, c'est dur, mais tu m'as donné envie de le faire. Merci beaucoup, merci aussi à celles et ceux qui sont encore là, qui nous ont écoutés, jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'est un podcast, on est détente comme à la maison, d'ailleurs on est à la maison aujourd'hui tous les 2 puisqu'on le fait à distance. Moi, je suis au Donc bureau. n'hésitez pas, toi tu es au bureau, moi je suis à la maison. Enfin, à la maison, façon de parler, on n'est pas dans un studio quoi. Donc on fait ça, on essaie de mettre le cœur sur la table. Donc n'hésitez pas à envoyer des feedbacks. Moi je réponds aux messages sur LinkedIn quand j'en reçois souvent, ça fait toujours autant plaisir d'en recevoir et ça me permet aussi de m'améliorer s'il y a des trucs: «Tiens, tu aurais pu dire ça et tout», donc n'hésitez pas et envoyez-en aussi à Simon, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Il me reste à vous dire, à très, très bientôt. Salut! Salut à tous, merci à tous.